À l'aube, une vanne se ferme. En quelques heures, le geste réduit de 30% l'eau contrôlée de l'étranger et fait grimper les primes de risque régionales. Que doit comprendre le public face à Ibrahim Traoré? Souveraineté, coût, rythme révélé brutalement. Ce texte propose une lecture rigoureuse d'un geste précis, sans célébration ni condamnation, en s'en tenant strictement au fait du contenu source. L'objectif est clair, aider le lecteur à comprendre ce que coûte réellement une souveraineté hydrique lorsqu'elle est exercée dans un système hérité, techniquement verrouillé et financièrement exposé. En filigrane, il s'agit d'évaluer comment une décision technique peut déplacer en quelques heures des équilibres hydriques, économiques et politiques à l'échelle nationale et régionale. L'enjeu concret pour le public tient en une promesse simple: distinguer le symbole de ces mécanismes. Derrière l'image d'Ibrahim Traoré, perçue comme incarnation possible de la souveraineté, le texte dissèque des chaînes causales mesurables. Dépendance préalable, rupture opérée, coûts immédiats, capacité d'adaptation. Cette approche permet d'éviter deux pièges fréquents: réduire l'événement à un sabotage présumé ou, à l'inverse, l'ériger en victoire sans coût. Le bénéfice attendu est opérationnel: comprendre ce qui casse, ce qui tient encore et ce qui peut être reconstruit sans illusion de confort, afin de juger la soutenabilité d'une transition au-delà des réactions à chaud. Deux chiffres s'imposent dès les premières heures, comme un double déclic difficile à ignorer. La réduction immédiate de 30% de l'approvisionnement en eau auparavant sous contrôle étranger est confirmée par les données officielles. Presque aussitôt, des projections évoquent une contraction de 25 à 40% des bénéfices des entreprises internationales actives autour de la rivière Sahel. Rapprochées, ces valeurs forment la première lecture objective du geste du 10 octobre 2025, un miroir que la décision associée à Ibrahim Traoré rend inévitable. Ce basculement ne surgit pas du néant. Le contenu source rappelle qu'en amont, la gestion hydrique reposait sur une architecture technique largement externalisée. Des infrastructures clés fonctionnaient avec des algorithmes propriétaires, des codes d'accès fermés et des serveurs situés hors du continent. Les paramètres de débit étaient ajustés selon des impératifs d'optimisation définis à distance, rarement alignés sur les besoins réels des communes riveraines. Même les données climatiques, essentielles pour anticiper sécheresse et pics de demande, transitaient par ces systèmes verrouillés. Dans ce cadre, la fermeture de la vanne apparaît moins comme une improvisation que comme l'aboutissement d'un inventaire prolongé. Des enquêtes discrètes menées sur plusieurs années avaient mis en évidence une dépendance devenue structurelle. Le geste du 10 octobre agit alors comme un révélateur brutal. Il coupe à la fois un flux physique et une chaîne informationnelle, interrompant la transmission de données autant que la circulation de l'audio. La rareté immédiate résulte autant de l'arrêt des données que de celui du débit. La chronologie resserrée accentue l'effet de choc. À l'aube, la vanne se ferme. À midi, les médias internationaux parlent d'un milliardaire de sabotage et les marchés ajustent leurs primes de risque. En fin d'après-midi, un prêt majeur est suspendu. Le soir, des rassemblements de soutien émergent à Ouagadougou. À l'extérieur, l'acte est lu comme une déstabilisation. À l'intérieur, comme une restitution attendue. C'est dans cet écart de lecture que s'installe la question centrale, désormais chiffrée: comment Ibrahim Traoré peut-il transformer une rupture mesurable en transition soutenable sans nier les coûts immédiats révélés par ses premiers deltas? Pour rendre le basculement lisible, le contenu source quitte un instant les agrégats et s'attache à des scènes concrètes, là où la décision nationale devient contrainte quotidienne. La première se déroule à Ouagadougou, dans une station hydraulique longtemps administrée à distance. Un ingénieur y découvre que l'installation, réputée intouchable, peut être reprise manuellement. En ouvrant les boîtiers et les accès internes, son équipe identifie des paramètres de débit orientés par des directives extérieures, sans prise en compte des besoins des communes riveraines. Ce n'est pas une panne, c'est un réglage invisible jusqu'alors, et ce réglage explique pourquoi la fermeture provoque un choc aussi net. Cette scène produit un premier effet mesurable. La capacité locale à intervenir existe, mais elle avait été neutralisée par l'organisation héritée. L'autonomie n'est donc pas créée ex nihilo, elle est réactivée sous contrainte. Dans les jours qui suivent, cette découverte nourrit un apprentissage accéléré, mais aussi une pression immédiate, car chaque ajustement manuel doit désormais compenser l'absence d'automatisation externe. Les équipes
travaille sans historique de données fiables, avec des marges d'erreur plus élevées. La seconde scène se situe à Kaya, dans une exploitation agricole dépendante d'une irrigation semi-automatisée fournie par une entreprise européenne. Après la coupure, le système s'arrête brutalement. L'agriculteur ne dispose pas d'alternative technique prête à l'emploi. Il réunit alors des voisins, organise des rotations nocturnes et rétablit un arrosage manuel. Le résultat reste fragile, mais plus de la moitié des plantations est préservée. L'effort est collectif, coûteux en temps et en énergie, mais il empêche l'effondrement immédiat. Ces deux trajectoires parallèles éclairent l'impact précoce de la décision associée à Ibrahim Traoré. Le coût est réel, l'apprentissage aussi. La souveraineté se révèle ici comme une compétence à reconstruire, pas comme un état donné. Avant l'aube du 10 octobre 2025, la rivière Sahel s'écoule encore sous des automatismes hérités, intégrés depuis des décennies aux routines techniques et financières de la région. Les capteurs transmettent leurs données vers des serveurs extérieurs, les débits sont ajustés à distance, et la stabilité apparente masque une dépendance profonde. Rien ne signale, à cet instant, l'imminence d'un basculement. Puis, en quelques minutes, la vanne se ferme. Le geste est, bref, technique, presque banal dans sa forme. Pourtant, il enclenche une séquence irréversible qui dépasse immédiatement le terrain hydraulique. Dans les premières heures, l'effet est silencieux mais total. Les flux automatisés cessent, les interfaces étrangères ne répondent plus, et les équipes locales perdent leurs repères numériques accumulés sur des années. L'eau ne disparaît pas entièrement, mais elle devient imprévisible. Les opérateurs parlent sans médaille d'un système muet, privé à la fois de débit normalisé et de données de pilotage. Cette rupture informationnelle amplifie la rupture physique, transformant une décision ponctuelle en choc systémique. À la mi-journée, l'événement change d'échelle. Les médias internationaux évoquent un sabotage. Les marchés financiers réagissent presque simultanément. Les primes de risque augmentent sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, comme si la fermeture locale annonçait une instabilité régionale. Dans ce glissement, l'acte associé à Ibrahim Traoré cesse d'être perçu comme une mesure technique. Il devient un signal politique, donc incertain par définition pour les acteurs extérieurs. En fin d'après-midi, les premières conséquences institutionnelles apparaissent. Un prêt majeur est suspendu. Les partenaires financiers demandent des clarifications, puis durcissent leur discours. Les mots employés évoluent rapidement, passant de la prudence à l'avertissement. L'incertitude se monnaie, le coût du capital augmente non seulement pour les projets liés à l'eau, mais pour l'ensemble de l'économie nationale. La fermeture agit ainsi comme un multiplicateur de risques. 48 heures plus tard, les répliques atteignent l'économie réelle. Les installations industrielles dépendantes de flux hydriques automatisés réduisent leur activité d'environ 40%. Les exportations ralentissent. Les chaînes logistiques perdent en fluidité, faute de refroidissement stable ou de process continu. Les entreprises étrangères actives autour de la rivière commencent à chiffrer leurs pertes, nourrissant les projections de contraction de bénéfices déjà évoquées. La pression extérieure s'organise, coordonnée et se transforme progressivement en levier diplomatique. À l'intérieur du pays, pourtant, une dynamique différente se dessine. À Ouagadougou, des rassemblements de soutien émergent dès le soir même. Les radios locales ouvrent leurs micros. Le récit intérieur se consolide autour d'une idée de restitution attendue, plus que d'un effondrement redouté. Cette divergence de lecture devient centrale. Là où l'extérieur voit une déstabilisation, une partie de la population interprète la séquence comme une reprise de contrôle, malgré les couses visibles. Les jours suivants confirment cette polarisation. Les annonces de sanctions potentielles se multiplient. Les institutions financières conditionnent leurs engagements. En parallèle, sur le terrain, les équipes techniques improvisent, réparent, contournent. Le système ne revient pas à l'équilibre antérieur, mais il ne s'effondre pas non plus. La fermeture marque ainsi un avant et un après net. Avant, une stabilité dépendante. Après, une instabilité pilotée sous contrainte. Pour Ibrahim Traoré, la ligne des événements ne raconte plus seulement un choc initial. Elle dessine un couloir étroit où chaque décision suivante pèsera autant que le geste fondateur. Le premier repère chiffré sert de point d'ancrage. Avant la fermeture, près d'un tiers de l'eau destinée aux zones urbaines transitait par des infrastructures gérées par des entreprises étrangères. Après le 10 octobre 2025, cette fraction chute immédiatement de 30%.
Ce delta n'était pas marginal. Il révèle que le contrôle externe n'était pas périphérique, mais intégré aux routines quotidiennes de distribution, des capteurs aux décisions de répartition. La baisse ne signale donc pas seulement une pénurie ponctuelle, elle met à nu une dépendance structurelle longtemps dissimulée par la stabilité apparente du système. Ce chiffre appelle une lecture technique précise. Le contenu source insiste sur un point souvent négligé. La fermeture n'interrompt pas uniquement un flux d'eau, elle coupe aussi une chaîne informationnelle. Les systèmes automatisés reposaient sur des données transmises vers des serveurs situés hors du continent. Lorsque ces transmissions cessent, les ingénieurs locaux perdent à la fois la capacité de pilotage en temps réel et les historiques nécessaires à l'anticipation. Autrement dit, la rareté immédiate résulte autant de l'arrêt des données que de celui du débit. Pour Ibrahim Traoré, ce premier delta devient ainsi une boussole politique, car il mesure l'ampleur du chantier à reconstruire. Un second repère quantifié apparaît presque simultanément. Les projections évoquent une contraction de 25 à 40% des bénéfices des entreprises étrangères opérant autour de la rivière Sahel. Cette fourchette large n'est pas un détail statistique, elle traduit des vulnérabilités différenciées selon les secteurs. L'agro-industrie est la plus exposée, suivie par la logistique hydraulique, puis par des unités industrielles dépendantes de systèmes de refroidissement automatisés. Cette dispersion des pertes explique pourquoi la réaction extérieure est rapide et coordonnée. Lorsque les dommages deviennent transnationaux, ils se transforment en pression diplomatique, en menaces de sanctions et en suspension de financement. Ce second delta éclaire un mécanisme complémentaire. Si les pertes avaient été strictement locales, elles auraient pu être absorbées comme une crise interne. Leur ampleur externe les convertit en levier politique. Le contenu source relie explicitement cette contraction de bénéfices à la suspension d'un prêt majeur et à l'élévation du risque perçu sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. La décision associée à Ibrahim Traoré n'est plus évaluée seulement à l'aune de ses effets internes, mais à celle des modèles économiques qu'elle perturbe à l'extérieur. Un troisième chiffre, plus discret, complète le tableau. Malgré les interruptions d'irrigation, les zones rurales parviennent à stabiliser environ 70% de la production agricole. Ce maintien relatif ne découle pas d'une technologie de substitution équivalente, mais d'ajustements communautaires à échelle rapide. Tours d'eau, rotation nocturne, réparations artisanales et solutions solaires locales amortissent le choc. Le contenu source souligne que cette résilience n'était pas intégrée dans les modèles d'anticipation externe, ce qui explique en partie l'écart entre les prévisions d'effondrement et la réalité observée. Pris ensemble, ces trois deltas dessinent une transition en équilibre instable. La perte est immédiate et mesurable, la pression extérieure est réelle, mais une capacité d'adaptation existe. Les chiffres ne racontent ni un succès net ni un échec mécanique. Ils indiquent ce qui a été perdu, ce qui tient encore et ce qui peut être reconstruit sans illusion de confort. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus de nier ces données, mais de les piloter dans le temps. Depuis la fermeture de la vanne, deux interprétations solides, presque irréconciliables, s'affrontent dans l'espace public et expert. La première, portée par plusieurs institutions financières internationales et des analystes extérieurs, soutient que la décision a fragilisé un pays déjà exposé. Leur raisonnement est cohérent et linéaire. En interrompant brutalement des infrastructures hydriques intégrées à des chaînes urbaines et industrielles, l'État provoque un choc qu'aucune alternative technique immédiate ne peut compenser. Le contenu source alimente cette lecture avec des éléments précis. Suspension rapide d'un prêt majeur, réduction d'environ 40% de l'activité industrielle dépendante de flux automatisés, hausse sensible des primes de risque sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, l'acte associé à Ibrahim Traoré enclencherait une spirale prévisible faite de pénuries prolongées, de ralentissement économique et d'isolement diplomatique progressif. La seconde lecture, défendue par une partie du monde académique africain et par de nombreux acteurs burkinabés, part d'un diagnostic différent. Elle considère la décision non comme une imprudence, mais comme une rupture devenue inévitable. Son point d'ancrage est structurel plutôt que conjoncturel. Le contenu source rappelle que depuis des décennies, la gestion de la rivière reposait sur des contrats anciens, des algorithmes propriétaires et des données hébergées hors du continent. La stabilité apparente masquait une dépendance profonde. Les partisans de cette lecture avancent un indicateur matériel. La contraction
de 25 à 40% des bénéfices des entreprises étrangères après la fermeture révèlent que le système servait aussi des modèles économiques externes. Prolonger ce cadre aurait maintenu une vulnérabilité sans horizon de sortie. L'arbitrage le plus rigoureux ne consiste pas à choisir un camp, mais à tenir ces deux récits ensemble. Oui, la baisse immédiate de 30% de l'approvisionnement impose des rationnements et une pression sociale réelle. Oui, la réponse financière et diplomatique pèse lourdement. Mais le maintien d'environ 70% de la production agricole grâce à des ajustements communautaires introduit une nuance décisive. La transition ne se réduit pas à un effondrement mécanique. Elle révèle une capacité d'absorption partielle absente de certaines projections. L'équilibre analytique devient alors méthodologique plutôt que moral. La question n'est plus de savoir si la décision était bonne ou mauvaise en soi, mais comment piloter la tension entre risque élevé et autonomie en construction. C'est à cet endroit précis que le débat cesse d'être idéologique et devient opératoire, pour Ibrahim Traoré comme pour les observateurs. Au cœur de la crise, des audits techniques menés après la fermeture révèlent un constat inattendu. Plusieurs stations hydrauliques, longtemps présentées comme dépendantes d'interfaces étrangères, redeviennent opérationnelles après une reconfiguration manuelle. Le contenu source insiste sur ce point précis. L'obstacle principal n'était pas une contrainte physique insurmontable, mais un verrou organisationnel et informationnel. Des algorithmes propriétaires bloquèrent l'accès, tandis que les infrastructures, elles, demeuraient fonctionnelles. Ce pivot modifie profondément la lecture dominante. La fermeture n'apparaît plus seulement comme un acte de rupture brutale, mais comme une phase d'apprentissage accéléré. Les ingénieurs nationaux reconstruisent comme des chaînes de pilotage simplifiées, sans automatisation lourde, mais avec un contrôle direct. Les données ne circulent plus comme auparavant, cependant des relevés locaux, plus rudimentaires, suffisent à stabiliser certains flux essentiels. La transition cesse d'être uniquement défensive, elle devient partiellement opérante. Ce changement de perspective produit un effet politique immédiat. Pour Ibrahim Traoré, la découverte agit comme une validation partielle du pari initial. Elle ne supprime ni les pénuries, ni la pression extérieure, mais elle prouve qu'un fonctionnement alternatif peut exister hors des schémas hérités. Le débat se déplace alors. Il ne porte plus seulement sur le coût du choc, mais sur la capacité à transformer ce choc en méthode durable. La crise change ainsi de nature. D'une menace d'effondrement annoncée, elle se transforme en transition mesurable, encore fragile, mais désormais ancrée dans des preuves concrètes observables sur le terrain. Les effets de la fermeture de la rivière Sahel se déploient désormais dans 4 directions distinctes, chacune révélant une facette spécifique de la recomposition en cours. Le contenu source souligne que les données restent incomplètes, mais suffisamment cohérentes pour dégager des mécanismes stables. À ce stade, l'acte associé à Ibrahim Traoré n'est plus un événement isolé. Il devient une succession d'ajustements visibles portés par des acteurs différents et soumis à des contraintes propres. Du côté de l'État et des services publics, l'impact est immédiat et structurel. Les administrations doivent réapprendre à opérer sans les systèmes automatisés hérités. Les audits mettent au jour des infrastructures verrouillées depuis des décennies, obligeant à reconstruire une chaîne hydraulique nationale avec des moyens limités. Les rationnements urbains, les coupures ciblées et la réaffectation de techniciens vers des stations prioritaires deviennent des routines de crise. Le delta de 30% sur l'approvisionnement sous contrôle étranger agit ici comme un révélateur. En parallèle, la remise en fonctionnement manuel de certaines stations accélère la montée en compétences, mais sur une ligne de crête institutionnelle. Pour les entreprises et l'activité économique, le choc est plus brutal. Les secteurs industriels dépendants de flux hydriques automatisés réduisent leur activité d'environ 40%. Les exportations ralentissent, les chaînes logistiques perdent en fluidité et les projets d'investissement sont suspendus. La contraction de 25 à 40% des bénéfices des entreprises étrangères confirme une rupture durable des modèles économiques externes liés à la rivière. Toutefois, le contenu source décrit aussi des substitutions locales. Ateliers de réparation, solutions énergétiques solaires et remise en service d'anciennes pompes. L'économie se fragmente entre pertes nettes et adaptations improvisées. Du point de vue des foyers et des routines quotidiennes, la transition se vit dans les gestes. Les familles adaptent leurs horaires, organisent des tours de distribution et stockent l'eau à l'aube.
Les quartiers urbains ressentent bien plus fortement la pénurie que certaines zones rurales, habituées à une gestion collective. La décision associée à Ibrahim Traoré est souvent racontée, malgré l'effort, comme une réappropriation plutôt que comme une simple privation. À l'échelle régionale, enfin, la fermeture agit comme un précédent politique. Le Mali et le Niger expriment leur soutien et évoquent une coopération hydrologique renforcée. D'autres gouvernements restent prudents, craignant une extension du modèle. Les partenaires européens accentuent les pressions diplomatiques et financières. L'acte polarise l'espace ouest-africain et redessine des équilibres existants. Pris ensemble, ces quatre cercles montrent une réalité composite. La fermeture produit des coûts tangibles, mais elle redéfinit aussi des rapports de force. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus seulement de gérer le choc, mais d'assumer une trajectoire collective aux effets désormais multiples et durables. À partir des dynamiques observables depuis la fermeture de la rivière Sahel, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elle ne cherche pas à prédire l'avenir, mais à organiser les mécanismes déjà visibles dans le contenu source. La question n'est donc pas ce qui va arriver, mais quel enchaînement dominera si certaines conditions persistent. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est jugé moins sur l'acte initial que sur la capacité à piloter les deltas révélés. La première trajectoire est celle d'une stabilisation sous contrainte. Si les audits techniques se poursuivent et que les reconfigurations manuelles se multiplient, un fonctionnement minimal peut être consolidé sans retour à l'automatisation externe. Les rationnements demeurent intermittents, surtout en zone urbaine, et car la perte initiale de 30% a mis en évidence une dépendance difficile à résorber rapidement. À l'extérieur, la pression financière reste forte sans s'aggraver, limitant les marges budgétaires. La transition avance, mais sans renversement décisif. La deuxième trajectoire est plus dynamique et régionale. Si les soutiens exprimés par le Mali et le Niger se traduisent en coopération technique formalisée, l'apprentissage s'accélère. L'échange de compétences, la formation d'ingénieurs et la mutualisation de solutions simples renforcent l'autonomie opérationnelle. Les stations, autrefois verrouillées, continuent d'être rendues fonctionnelles sans interface étrangère. Dans ce scénario, la souveraineté hydrique devient un cadre de travail. Les tensions diplomatiques persistent. Mais l'adaptation réduit progressivement l'impact économique négatif. La troisième trajectoire est plus sombre. Si les rationnements se prolongent et que les pressions externes s'additionnent aux fragilités internes, la fatigue sociale s'installe. Les amortisseurs communautaires s'épuisent. Les pannes se multiplient sur des infrastructures encore instables et les importations essentielles se contractent. L'isolement devient un risque concret, surtout si les partenaires régionaux prennent leur distance. Une règle de lecture s'impose alors. Ne pas confondre vitesse et trajectoire. Dans une transition, ce sont l'ajustement continu et l'apprentissage qui donnent de la direction. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central est de transformer un choc initial en processus pilotable, sans accélérer au point de rompre des équilibres sociaux déjà fragiles. Au-delà des chiffres et des scénarios, la fermeture de la rivière Sahel se transforme en expérience vécue pour des groupes sociaux distincts. Le contenu source insiste sur cette dimension souvent négligée. Une décision d'État n'existe réellement que lorsqu'elle modifie des routines ordinaires, parfois jusqu'à l'épuisement. La transition se lie alors moins dans les communiqués que dans les gestes répétés, jour après jour. Pour les familles urbaines, l'impact se mesure d'abord en temps et en vigilance. Se lever plus tôt pour constituer des réserves, organiser des tours de distribution entre voisins, surveiller chaque usage domestique. Ces ajustements créent une tension permanente mais aussi des formes nouvelles de coordination locale. L'eau cesse d'être un service abstrait géré à distance. Elle devient une ressource collective, pensée et partagée. Chez certains, cette contrainte nourrit une fierté discrète. Chez d'autres, elle alimente une inquiétude persistante face à la durée de l'effort demandé. Dans les zones rurales, l'adaptation prend une forme plus active. Agriculteurs, mécaniciens et techniciens improvisés transforment la contrainte en action concrète. Des pompes abandonnées sont remises en service, des canaux sont recreusés à la main, des solutions solaires locales alimentent des puits communautaires. Ces initiatives ne compensent pas totalement la perte des systèmes automatisés, mais elles redonnent une capacité d'agir. Le contenu source souligne que cette dynamique modifie le rapport au problème. On ne subit plus uniquement une pénurie, on participe à sa gestion.
Un troisième groupe donne à la transition une dimension symbolique. Enseignants, artistes et animateurs communautaires réinterprètent de l'événement. La rivière devient une figure de réappropriation et la souveraineté cesse d'être un concept abstrait. Dans ces récits, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur lointain que comme un déclencheur de projections collectives, concentrant à la fois espoir et crainte. Au croisement de ces vécus, une idée s'impose progressivement. Lorsque la gestion de l'eau change de main, la manière de se penser soi-même change aussi. La transition n'est pas seulement technique ou politique, elle redéfinit des identités et des attentes à un rythme plus lent que les décisions officielles, mais souvent plus durable. Pour que la fermeture de la rivière Sahel devienne autre chose qu'un choc prolongé, le contenu source esquisse une trajectoire opératoire progressive et mesurable. L'enjeu n'est plus d'expliquer le geste initial, mais de le transformer en méthode durable. À ce stade, Ibrahim Traoré est renvoyé à une exigence centrale. Piloter la transition avec des étapes claires, des acteurs identifiables et des indicateurs vérifiables, sans céder à l'improvisation permanente. La première étape consiste à sécuriser et cartographier les infrastructures existantes. Des équipes d'ingénieurs nationaux, parfois accompagnées d'unités de protection, mènent des audits station par station. L'objectif est précis. Identifier les dispositifs encore verrouillés par des codes étrangers et documenter ceux qui peuvent être reconfigurés localement. L'horizon est celui des premiers mois et le critère de suivi reste concret. Le nombre d'installations redevenues opérables sans interface externe. La deuxième étape porte sur la montée en compétences. Universités et centres techniques déploient donc des formations accélérées en hydrologie, automatisation simple et gestion de données locales. Le contenu source insiste sur ce point. Sans capital humain, aucune souveraineté technique ne tient. La progression se mesure par des cohortes certifiées et par leur intégration réelle dans les équipes opérationnelles, non par des annonces symboliques. Une troisième étape vise la coordination régionale. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger amorcent une structuration commune autour du partage d'expertise et de plans d'urgence hydrique. Si cette coopération se formalise, la transition gagne en résilience. Les indicateurs deviennent institutionnels, protocoles signés, exercices conjoints, mécanismes d'alerte partagés. Enfin, une étape transversale s'impose, la transparence. Publication des contrats, des volumes distribués et des décisions de gestion, avec des bilans réguliers accessibles au public. Dans cette logique, la souveraineté n'est pas proclamée, elle est vérifiée. Pour Ibrahim Traoré, la crédibilité future se jouera moins dans le symbole que dans la capacité à mesurer, corriger et rendre compte étape après étape. Sur les rives redevenues calmes, les premières scènes reviennent comme une mémoire active. À Ouagadougou, l'ingénieur qui avait découvert des paramètres dictés de l'extérieur observe désormais une station fonctionnant sous contrôle local, même si tout reste fragile et imparfait. À Kaya, l'agriculteur qui improvisait des rotations nocturnes regarde des canaux remaniés à la main pour tenir jusqu'à la prochaine saison. Ces figures ne racontent pas une victoire nette. Elles racontent une transformation lente, exigeante et parfois épuisante. Le contenu source insiste sur cette bascule discrète. La crise n'est plus seulement un risque d'effondrement, elle devient un apprentissage continu. Les gestes techniques se doublent de gestes sociaux. Les compétences se reconstruisent au même rythme que la confiance collective. Le mouvement est inégal, souvent inconfortable, mais il devient lisible. Il ne supprime ni la pression extérieure, ni les pénuries, mais il redéfinit ce qui est possible à court et moyen terme. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un protagoniste solitaire que comme un catalyseur. Son geste initial ouvre un processus qui dépasse sa personne et engage une pluralité d'acteurs, du technicien au villageois. L'histoire change alors de registre, du symbole à la pratique, du choc à la preuve concrète. Et surtout, la souveraineté se construit goutte après goutte. Au terme de cette trajectoire, la rivière Sahel n'est plus seulement un lieu géographique ni un enjeu technique. Elle devient un repère collectif, parce qu'elle concentre une idée exigeante, une souveraineté ne se décrète pas, elle se pratique, souvent dans l'inconfort et toujours dans la durée. Le contenu source montre comment une décision politique associée à Ibrahim Traoré se transforme pas à pas en une succession de choix concrets portés par des institutions, des communautés et des individus ordinaires. Ce récit n'invite ni à applaudir ni à condamner trop vite. Il invite à préciser les critères du jugement.
Quel coût une société accepte-t-elle pendant une transition? Quelles données doivent être rendues publiques pour évaluer les progrès réels? À partir de quel seuil une rupture devient-elle soutenable sans basculer dans la pénurie durable? Ces questions déplacent totalement le débat du registre émotionnel vers celui de la responsabilité collective. Prolonger la discussion, c'est accepter cette complexité. Certains retiendront d'abord la vulnérabilité urbaine, d'autres la résilience rurale, le choc économique ou le précédent régional. Chaque lecture éclaire une facette différente du même processus. Une question demeure alors, volontairement calme et ouverte. Que vaut une souveraineté si elle ne peut être évaluée, goutte après goutte, et dans la vie quotidienne?